Très bien, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa min wala. Chers frères et sœurs, avant tout, je tiens à vous souhaiter à vous toutes et tous la bienvenue. Marhaban bikoum jami'an. C'est un très grand honneur de vous recevoir, vous toutes et tous, à ce nouveau séminaire, l'acte 3 de l'histoire, cette grande histoire de l'Empire ottoman. Et j'avais, dans un mail que j'avais diffusé, j'avais mis une petite parole qui était la suivante, et avec laquelle je voudrais entamer ce séminaire. Donc, méconnaître l'histoire, c'est quoi la suite? Voilà, méconnaître l'histoire, c'est ne pas exister. Celui qui ne connaît pas son histoire, c'est comme s'il n'existait pas. C'est très simple. Et c'est le problème aujourd'hui de la Ummah, de la communauté musulmane au sens large du terme. On ne connaît pas suffisamment notre histoire, et ainsi nous sommes souvent leurrés par beaucoup d'attitudes, d'appréhension, de préjugés, et nous répétons également souvent les mêmes erreurs. Aujourd'hui, nous allons aborder un nouveau chapitre, Inch'Allah, c'est l'acte 3. Et l'acte 3, qui est intitulé les sultans bâtisseurs, cette période est assez particulière. Pourquoi elle est particulière? Parce qu'elle réunit trois caractéristiques fondamentales. Il y a trois caractéristiques fondamentales qui la distinguent. La première caractéristique, c'est que cette période, c'est l'âge d'or de l'Empire ottoman. C'est là où il est au fait de sa puissance. La deuxième caractéristique qui distingue cette période, c'est le fait que cet empire musulman, cette nation musulmane, va asseoir son autorité et son pouvoir sur trois continents. Vous imaginez, sur trois continents. Donc sur l'Asie, l'Afrique et surtout l'Afrique du Nord et l'Europe. Et la troisième particularité, la troisième caractéristique qui distingue cette grande histoire, c'est que cette histoire va connaître un événement avec un grand E, un très grand événement, un événement marquant qui va marquer l'histoire de l'humanité, qui va marquer l'histoire de l'islam aussi, c'est la prise de Constantinople, la conquête de Constantinople. Alors vous devez vous imaginer à l'époque, la prise de Constantinople, c'est comme si vous preniez aujourd'hui le Vatican, c'est la même chose. C'est le même effet. Constantinople, c'était la deuxième Rome. On l'a surnommée la nouvelle Rome. C'est comme ça que l'a surnommé son fondateur, Constantin. On va voir ça dans quelques instants, Inch'Allah Ta'ala. Cette période de gloire, chers frères et sœurs, a duré 145 ans. Elle a duré 145 ans, vous voyez d'ailleurs ici, de 1421 jusqu'à 1566. 1421, c'est la date de l'année de l'accession au pouvoir du sultan Mourad II. Le sultan Mourad II, qui est le père du conquérant de Constantinople. Donc Mourad II accède au pouvoir en 1421 et 1566 fait référence au décès du dernier tout-puissant et grand, ou plutôt puissant, tout-puissant c'est pour Dieu, le dernier puissant sultan de l'Empire ottoman qui est Sulayman le Magnifique. Et c'est à son époque, à l'époque de Sulayman le Magnifique, que la nation ottomane, l'Empire ottoman, va connaître toute sa splendeur et tout son épanouissement à tous les niveaux, au point que la capitale qui est Constantinople, elle est un peu comme Washington aujourd'hui. C'est une capitale que tout le monde cherche à fréquenter. Tous les grands de cette époque viennent frapper à la porte de Sulayman le Magnifique et tiennent à côtoyer les grands de l'Empire ottoman parce que c'était la capitale du monde. La capitale, vous imaginez, c'était une capitale musulmane du monde. Mais on verra malheureusement après dans l'acte 4, nous parlerons des débuts de la décadence, nous verrons les raisons qui se cachent et qui résident derrière cette dégradation qui, et c'est assez frappant, cette dégradation va prendre plusieurs siècles. Cela prouve que les fondations étaient solides. Mais il y a une expression que j'utilise souvent, à travers laquelle je dis « Inna al-ahfad lam yuhafidhu ala irthi al-ajdad » Les descendants n'ont pas préservé le patrimoine de leurs ancêtres. Et c'est comme ça que tout est parti en déconfiture et de manière non très progressive. Pour aujourd'hui, mes chers frères et sœurs, nous avons quand même 5 sultans. Nous en avons 5 qui sont les plus puissants de cet âge d'or. Nous allons pour aujourd'hui, Inch'Allah, si vous êtes d'accord avec moi, nous n'allons en aborder que 2. Mourad II
et Mehmed II. Mehmed II, c'est Mohammed el-Fatih. D'accord? Et les autres, nous leur consacrerons une deuxième partie pour l'acte 3, parce que sinon, je crois que d'ici minuit ou 11h du soir, on sera encore ici. Je ne pense pas que vous ayez le temps. Enfin, moi, ça ne me dérange pas, je peux rester toute la soirée, il n'y a aucun souci. Mais c'est plus pour vous, je respecte vos engagements, vos responsabilités familiales, et surtout votre souci de pouvoir souffler un peu, ce qui est fait non. Bien qu'il y aura une pause, Inch'Allah, que je prévois à la fin de la première partie, enfin, à la fin de la présentation du Sultan Mourad II. Parce que si je vous dis première partie, vous allez dire, ah, donc c'est tout à la fin. Non, non. À la fin de la présentation du Sultan Mourad II, qui sera le premier sultan que nous allons voir maintenant, je ferai une pause, Inch'Allah, pour que nous puissions souffler un peu. Et après, on reprend à l'attaque directement pour aborder la suite, Inch'Allah. Donc, à titre de rappel, nous n'aborderons que deux sultans, Mourad II et Mohammed II, ou Mehmed II, que l'on surnomme Mehmed Fatih, autrement dit Mohammed el-Fatih, que Dieu leur accorde à eux tous, donc la clémence et la grâce. Ce sont de grands hommes dont nous devons connaître absolument leur histoire, parce que je rappelle, nous ne connaissons pas notre histoire. Ok? Alors maintenant je passe, voilà, une présentation rapide donc des cinq sultans. Vous avez Mourad II, vous avez donc Mehmed Fatih, le conquérant, vous avez Bayazid II qui est le fils de Mehmed, Salim Ier, et ensuite Suleiman le Magnifique. Pour la parenthèse rapide, on verra ça plus tard, Salim Ier, c'est le premier sultan ottoman, le tout premier, qui portera le titre de calife. Khalifatul Muslim, c'est le premier. Pourquoi? Et ça, on verra ça plus tard. Parce que à l'époque de ses prédécesseurs, donc Bayazid II, Mohammed Fatih, Mourad II, Mohammed Ier, etc., ceux qui sont bien avant, il y avait déjà un calife qui était en Égypte. Mais ce calife était pratiquement sous résidence surveillée. C'était les Abbassides, la dynastie Abbasside qui avait quitté l'Irak après la dévastation des Mongols. Ils sont réfugiés en Égypte, au Caire. Et il y avait une dynastie musulmane qui s'appelle les Mamelouks, qui était l'ancienne garde impériale des Abbassides, qui a pris le pouvoir. Mais celle-là ne peut pas se déclarer, parce que c'est des anciens esclaves, ils ne peuvent pas se déclarer calife. Ils vont se servir du calife à titre d'image, mais c'est eux qui dirigent le pays. C'est un peu, si vous voulez, un roi c'est quelqu'un qui règne sans gouverner. Et donc les Ottomans ne peuvent pas en aucun cas, ils connaissent très bien la tradition prophétique, ils ne peuvent pas avoir de calife, un seul calife. Ils connaissent la tradition. Ils ne peuvent pas, eux, se donner ce titre-là. Mais lorsque Selim Ier va s'emparer de l'Égypte, il va rencontrer le dernier calife abbasside et celui-ci va lui céder le titre de calife. Et depuis lors, tous ceux qui viendront après Selim Ier, donc Selim Ier, Suleiman le Magnifique et tous ceux qui viendront après, qui le suivront, auront tous le titre donc, de calife. Ça c'est très important, c'est une parenthèse importante à souligner. Suleiman le Magnifique, ça on verra dans la deuxième partie de l'acte 3, dans un futur séminaire, Inch'Allah. C'est aussi un très grand personnage, mais avec sa mort commencent ou apparaissent les prémices de la décadence. Les prémices de la décadence. On verra pourquoi. D'accord, cette période durera 145 ans, je pense l'avoir dit là tout à l'heure. Si je ne l'ai pas dit, ben je souhaiterais comme le souligner ici. Voilà, nous entamons, Inch'Allah, aujourd'hui donc le premier de ces sultans. Si vous avez ici donc Mourad II, vous l'avez peut-être remarqué, il y a deux périodes qui sont mises entre parenthèses. Je ne vous dis rien maintenant, vous le saurez, Inch'Allah, dans quelques instants. Cet homme a régné en réalité 3 fois. Moi, j'ai abrégé ça en 2, mais il a régné 3 fois. Mais on verra après pourquoi. Vous allez comprendre très rapidement. Alors, Mourad II, qui est considéré comme le 6e donc, sultan de l'Empire ottoman, nous allons maintenant avoir une petite présentation de qui est-il, donc les grandes lignes de sa biographie. Il s'appelle donc, bien entendu, c'est de Mourad II, fils de Mehmed Ier. Je rappelle que Mehmed Ier, c'est le restaurateur de l'Empire ottoman qui s'était effondré suite, si vous vous souvenez, suite à la guerre civile, donc fratricide, qui a mis en confrontation les 4 enfants, les 4 princes enfants du sultan. Lequel, le sultan, pour ceux qui se rappellent? Qui se rappelle de ce sultan qui est mort en captivité? Exactement, Barakallahu avec Bayazid Ier, rahimahullah, il est mort en captivité, donc après la défaite d'Ankara contre Timur Lenk, donc le chef mongol,
il est capturé et meurt en captivité. Et lorsqu'il meurt en captivité, ses fils s'entretuent pendant 10 ans. Et en fait, il se départage l'empire et le découpe. Et sur les 4, il y en a un seul qui est le plus brillant, c'est Mohammed, Mehmed Ier. Lui, il va réussir à mettre de l'ordre, à reconstruire progressivement l'empire. Et je l'avais dit lors d'un séminaire précédent, cette guerre civile, autant c'est une épreuve, c'est une fitna, mais il y avait un très grand bien derrière. Ce très grand bien, c'est que de la descendance de cet homme-là viendront des hommes puissants, des hommes forts, capables de diriger, des personnalités charismatiques, des hommes de haut niveau. Et donc on voit qu'Allah Azza wa Jal, même si derrière tout malien bien, même s'il a eu cette épreuve, il y avait une sagesse derrière cette grande épreuve, car il s'agissait d'épurer les rangs de l'Empire ottoman pour que sortent les meilleurs potentiels, les meilleurs éléments sortent de cette dynastie. Et ces meilleurs partiront de Mehmed Ier, et voici qu'on a affaire à son fils, donc Mourad II. Alors il est né en 1404 à Amasya. Amasya, ça se trouve au nord-est de la Turquie. Il est l'aîné d'une fratrie composée de 4 frères. C'est un homme de lettres et brillant orateur. Et ça, c'était l'un des traits frappants de la personnalité de ces sultans bâtisseurs. C'était des hommes de lettres. Des hommes qui avaient un goût raffiné pour la littérature, pour la poésie, pour l'histoire. Des gens très instruits, très cultivés. En plus d'être des chefs militaires, des chefs d'État, de fins diplomates, ils avaient toutes ces qualités. Voyez-vous, parce que l'éducation était aussi assez soutenue. On verra ça avec Mohamed Fatih, Inch'Allah, dans l'autre partie après la pause, donc de notre séminaire, Inch'Allah. Donc, brillant orateur, ça n'a rien à dire. Il était excellent dans ce domaine-là. Il savait haranguer les foules et les magnétiser. Il accéda au trône à l'âge de 17 ans. Ça, ce sont les grandes lignes de sa biographie. Quant à son goût pour la littérature, on verra ça plus tard dans ses réalisations, on verra que cet homme-là, lorsqu'il est résident et lorsqu'il est en voyage, il aime bien se faire entourer par des poètes, des hommes de lettres. Il discute, il échange avec eux, et lui-même était poète. D'ailleurs, il a laissé très peu de vers poétiques, parce qu'on ne peut pas parler vraiment de poésie, très peu de vers poétiques, mais les rares vers poétiques qu'il a laissés, franchement, quand vous méditez dessus, vous avez une image parfaite du personnage. Dans ce vers poétique, vous avez un reflet de sa personnalité. Qu'est-ce qu'il disait dans ce vers? Il disait « Venez donc, que nous puissions penser à Dieu, car nous ne sommes pas éternels dans cette vie ici-bas. » Ça veut tout dire. L'homme, c'est un ascète. La dunya ne l'intéresse pas. Il travaille pour un objectif. Il veut que la umma de l'islam soit la plus haute. Il veut que son empire soit le plus grand. Il veut laisser derrière lui quelque chose. Et d'ailleurs, il ne va même pas profiter de tout ça. On va voir ça à la fin, vous serez même étonné. Je vous laisse la surprise pour tout à l'heure. Vous serez étonné de ce que je vais vous exposer par après, Inch'Allah Azza wa Jal. Nous allons voir maintenant quelques traits de sa personnalité. Donc on l'a vu, c'était un homme au goût littéraire donc assez raffiné. Justice et équité. C'est un homme juste et très équitable. Et il y a un fait divers que je me permets de citer ici, qui est assez frappant. C'est que lorsqu'il a pris la ville de Salonique, aujourd'hui elle s'appelle la Thessalonique, c'est en Grèce, dans la Macédoine grecque. Lorsqu'il a pris la ville de Thessalonique en 1431, il reçoit la visite d'une délégation. Alors son secrétaire lui annonce qu'il y a une délégation chrétienne qui vient de la ville de Ioannina. La ville de Ioannina, c'est une ville qui se trouve donc au nord-ouest de la Grèce et qui était donc dirigée par une oligarchie italienne, d'origine italienne. Alors lorsque ce secrétaire donc reçoit cette délégation, celle-ci souhaiterait avoir audience demande audience auprès du sultan, il les reçoit. Et lorsqu'il les reçoit, écoutez bien, lorsqu'il les reçoit, cette délégation, le chef de la délégation, lui dit « Nous sommes venus te demander de nous délivrer. » Là, il ne comprend pas. Là. Vous délivrer de quoi? Et en fait, nous venons de la ville de Ioannina, nord-ouest de la Grèce, dirigée par une oligarchie italienne. Et nos dirigeants sont des tyrans et des gens injustes. Et nous avons appris par les voyageurs qui traversent votre empire, votre royaume, par les commerçants,
nous avons appris que vous étiez un sultan juste, que ceux qui sont chez vous ne sont jamais victimes d'injustice et qu'on ne force personne à abjurer sa foi. Sultan Mourad II, qui est un homme très très sage, qui est très prévoyant, qui fait attention à tout, c'est un fin calculateur aussi, il répond en disant « ça c'est une affaire interne, ça ne me concerne pas, ça s'en trouve aux dirigeants ». Non, on veut que vous veniez prendre notre ville parce que nous voulons devenir des sujets de l'Empire ottoman. Incroyable, mais vrai. Vous avez déjà vu ça dans l'histoire? Que des gens d'une cité demandent à intégrer un empire, mais généralement on rejette l'occupant, on ne veut pas de l'occupant. Mais ici on veut de lui, viens chez nous. Et on te remettra la clé d'or, parce qu'il y avait une clé d'or qui est la clé d'entrée de la ville, on te la remettra en main propre. Mais viens prendre notre ville, parce qu'on ne supporte plus ces injustices et cette tyrannie que nous fait subir cette oligarchie qui nous dirige. Eh bien, cet homme, ce sultan, bien qu'il soit un fin diplomate et un homme d'État qui respecte les engagements, lorsqu'il a vu que ces gens-là se plaignaient d'injustice et souhaitaient jouir de sa justice et de son équité, il n'a pas pu s'empêcher d'envoyer son armée prendre la ville, et ainsi la clé lui était remise en main propre et la ville de Ioannina a intégré directement donc l'Empire ottoman, sachant que la ville est tout en haut, elle est au nord, et lui il est tout en bas. Donc c'est quand même un fait assez remarquable qui témoigne de la justice qui régnait à l'époque et de l'équité. Courage et bravoure, ça il n'y a rien à dire, c'était un homme dont il ne faut surtout pas se fier aux apparences. Il paraît très doux, il est doux, c'est quelqu'un de doux, c'est très conciliant, mais il est brave, il est courageux et il ne recule jamais en arrière. Ça, c'est des qualités qu'on a besoin aussi aujourd'hui dans notre jeunesse. C'est le courage, la bravoure, la détermination, la motivation quand vous entamez un projet d'aller jusqu'au bout, parce que nos jeunes abandonnent au milieu du chemin. Allez jusqu'au bout, il faut se battre, c'est comme ça. Générosité, comme tous les Al-Uthman, comme tous ses prédécesseurs et ceux qui viendront après lui, les sultans ottomans étaient des gens généralement généreux. D'ailleurs, son père, Mehmet Ier, Mohammed Ier, qu'on appelait Jalebi, le prince, son père avait initié une noble tradition, une sunna hasana. Et vous connaissez la tradition prophétique qui dit Man sanna fil islam et sunnat al-hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha. Celui qui institue une noble tradition, il aura la récompense, et tous ceux qui agiront après avec cette même tradition, qui la suivront, auront la même récompense. Eh bien, sachez que Mehmet Ier, qui est le père de Mourad II, avait initié une tradition. C'est quoi la tradition? C'est que chaque année, il envoyait son argent propre, pas de l'argent de l'État, son argent propre, il envoyait des dons à Médine, à la Mecque, ainsi qu'à Jérusalem, Beit Maqdis, et il ordonnait aux gouverneurs locaux, qui n'étaient pas encore sous leur autorité, il leur ordonnait de la distribuer aux pauvres. Alors je repose la question, parce que celle-ci, je l'avais posée, je pense, si je ne me trompe pas, je l'avais posée lors d'un séminaire précédent. Pourquoi envoyer si loin son aumône? Il y a quand même des kilomètres entre l'Empire ottoman, l'Arabie, la Palestine qui est en bas, enfin qui est à l'est. Il y a quand même... Dites-moi, pourquoi envoyer cet argent, envoyer ces sommes chaque année, une fois par an, il envoie une très grosse somme et il leur donne de la distribuer là-bas. Pourquoi? Qui sait me dire pourquoi? Allez, je veux des volontaires avant que je ne continue. Pardon? Son peuple était rassuré. Mais pourquoi envoyer si loin? Pourquoi ne pas envoyer dans d'autres endroits? Pardon? Développer, c'est intéressant. Donc ce sont des villes sacrées. Tout à fait. Je vais vous mettre sur le chemin de la réponse. Il y a deux raisons qui motivent ces grands sultans à envoyer ces sommes d'argent comme aumône là-bas. Il y a deux raisons. La première, vous venez de la citer, parce que ce sont des lieux saints. Médine, la Mecque, Beit Maqdis, Jérusalem sont des lieux saints. Mais il y a une deuxième raison, qui est pertinente. Il y a beaucoup de gens qui n'y pensent pas. La rencontre des musulmans annuellement. Pardon? La rencontre des musulmans, le Hajj, ça vient un peu partout. Pas vraiment, parce que bon, c'est plus des gens locaux qui profitent des sadaqat, donc des aumônes qui seront distribués, mais il y a une raison très très pertinente. Et là, vous allez voir que ces gens-là avaient un sens aigu
de la compréhension des choses. C'était frappant. Oui, Yassine? Pour avoir les clés de la Kaaba? Non. Les clés de la Kaaba, ils seront remises, Inch'Allah, et ceux de Médine aussi, de la Mecque et de Médine, seront remises à l'époque du sultan Selim Ier. Parce que les shérifs, pas dans les shérifs dans les films américains, hein, non, les shérifs dans le sens, le shérif c'était celui qui dirigeait les villes saintes, Médine et la Mecque. Ils viendront remettre les clés de Médine et la Mecque à Selim Ier. Pourquoi? Parce que c'est le calife maintenant. C'est lui qui dirige toute la communauté musulmane. D'accord? Non, il y a une autre raison. Qui sait me dire? Ou bien je vous la donne la raison. Oui? Mais les gens, ça aurait pu être ça. Mais les gens le savent. Parce que les échos de l'existence de cet empire étaient arrivés très très loin. Jusqu'en Afrique du Nord même. Vous n'étiez pas là. Barakallahu fik, cher frère. Où est Mohamed Amin? Où est-il? Il a déjà disparu. Il faudra y remettre à notre frère un présent. Un petit présent, Inch'Allah, d'encouragement. Exactement. Parce que ces sultans-là, lorsqu'ils envoyaient ces grosses sommes d'argent, cette aumône, ils l'envoyaient là-bas, à la Mecque, à Médine, à Jérusalem, sachant que c'est des lieux saints, des lieux très saints. Les invocations là-bas sont... Les invocations faites sont valorisées par Dieu, par Allah Azza wa Jal. Ils osent espérer que ces pauvres, al-fuqara, puissent invoquer pour eux. Et eux, ces sultans, ont en tête la parole prophétique. Ne recherchez la victoire et vos moyens de subsistance qu'auprès des pauvres. Vous voyez quelle compréhension aiguë ces gens avaient, c'était incroyable. Fermeté, je viens de le dire, il est conciliant, doux, mais il fait preuve également d'une très grande fermeté. Quand il y a du désordre, il ramène les choses dans le droit chemin. On verra ça, Inch'Allah, dans ce qui va suivre, si tout va bien. Son intérêt pour la construction de mosquées et d'écoles, tout comme la plupart d'entre eux, ils aimaient construire des écoles, donc des mosquées. Ils ont laissé d'ailleurs des réalisations architecturales fantastiques dans la Turquie moderne d'aujourd'hui, à Istanbul, à Edirne, à Bursa, dans bien d'autres villes donc en Turquie. Ils ont laissé des souvenirs. Et je dis souvent que ces murs-là, les murs de ces mosquées, de ces palais, de ces écoles, ces murs sont porteurs d'une mémoire silencieuse. Parce qu'il y a des gens qui ont circulé là-bas, il y a des gens qui ont prié là-bas. Voyez-vous, il y a une histoire enfouie dans ces lieux-là. On verra vers la fin, Inch'Allah, de la biographie de ce personnage, un peu ce qu'il en est. Alors, la situation générale de l'Empire. Donc, il y a un état de fragilité des fondations de l'État, parce qu'il faut savoir que Mourad II hérite donc, du pouvoir de son père, Mehmed Ier, qui venait à peine de restaurer fraîchement donc l'Empire. Il l'a reconstruit petit à petit, en récupérant tous les émirats ou toutes les provinces qui avaient fait sécession, qui avaient suivi Timur-Lenk, ou tout simplement qui avaient rompu le lien avec la dynastie ottomane, ou reprise même par la nation chrétienne. Donc il va reconstruire tout ça progressivement. Mais c'est clair que lorsque Mourad II arrive au trône, l'Empire est encore fragile. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu 10 ans de guerre civile avant, la construction est encore toute fraîche, et donc on verra que la politique de Mourad II sera une politique d'apaisement. Pourtant, il ne va pas éviter la guerre, mais ce sera une politique d'apaisement. Il va essayer d'éviter au grand maximum d'entrer en conflit avec qui que ce soit, dans la mesure du possible. Il va plus privilégier la diplomatie que la guerre. D'ailleurs, c'est un homme, ce n'était pas un va-t-en-guerre. Ce n'est pas pour un oui ou pour un non qui va en guerre. Il ne le faisait pas. Parce qu'il sait qu'en allant à la guerre, il risquait de nouveau de mettre en péril donc, toute la stabilité fraîchement acquise donc, de cet empire-là. D'accord, et ça, Inch'Allah, on va le découvrir donc, maintenant, si tout va bien. Ce qui est important pour lui dans un premier temps, sa politique d'apaisement, c'est de faire deux choses. De parachever la pacification de l'intérieur de l'Empire, parce qu'il y a encore des tensions. Il y a encore quelques émirats rebelles. Il faut pacifier à l'intérieur, avant tout. Et la deuxième chose qu'il va mener, c'est d'éviter
d'éviter la confrontation le plus possible, d'éviter la confrontation avec les adversaires, parce qu'ils sont nombreux, les adversaires de l'Empire ottoman. Et ça, c'est une très grande sagesse. Hikma kabira. C'est une grande sagesse. Nous, aujourd'hui, quand on veut faire quelque chose, on fait du randonnant, on fonce, on ne sait même pas où on va. Alors que nos arrières ne sont pas solides. Lui, ici, il sait qu'il ne peut pas mettre en péril tout ce que son père a construit, il ne peut pas le mettre en péril. Alors il va jouer sur la diplomatie, il va jouer sur l'apaisement, même si ce ne sera pas possible, parce que ses adversaires, ça c'est un point important à souligner, ses adversaires pensent que cette politique d'apaisement qu'il mène est une preuve de sa faiblesse. C'est tout le contraire. Et il va leur montrer qu'il n'est pas faible. Il va leur montrer. D'accord? Et qui dit éviter la confrontation, dit également qu'il va mettre en place une série de traités, d'ententes avec les nations chrétiennes dans le but d'isoler ceux de l'intérieur. Parce que certains de l'intérieur, surtout certains émirats de l'Anatolie, je pense entre autres aux Karamanides, par exemple, aux Karmaniyin, qui font souvent alliance avec des puissances chrétiennes contre leurs propres frères, il va essayer de les isoler. Et pour les isoler, il faut qu'ils mettent en place ces fameux traités d'entente avec les nations chrétiennes. Comme ça, il neutralise les nations chrétiennes et peut s'occuper de l'intérieur sans problème. C'était une stratégie donc assez sage en soi. Ce que nous pouvons dire par rapport à ce point, c'est que malgré sa grande prudence, il était toujours le maître de la situation. Il avait souvent le dernier mot. Pourquoi? Parce qu'il avance de manière très prudente. Donc on l'a dit ici, donc c'est une paix qui a été intérieure, donc fraîchement acquise. Et aussi un point important, ennemis intérieurs et extérieurs à l'affût de la moindre faille. Les ennemis de l'intérieur qu'on retrouve surtout en Anatolie, parce que certains émirats d'Anatolie ont été intégrés à l'Empire ottoman, parce que ces mêmes émirats, on a vu ça lors des séminaires précédents, ces mêmes émirats n'avaient pas de gêne. Pour se débarrasser de l'autorité ottomane, ils n'avaient pas de gêne de collaborer avec des nations européennes chrétiennes contre leurs frères musulmans que sont les Ottomans. Aucune gêne. Alors pour ne pas avoir le poignard derrière le dos, Mourad II va veiller à pacifier l'intérieur du pays, et ceci n'empêche pas que certains de ses adversaires de l'intérieur et de l'extérieur, ils sont aux aguets, ils surveillent la moindre faille pour pouvoir donc le frapper à nouveau. Et ils vont le faire. Parce que quelqu'un qui n'a pas de scrupules, il ne se gênera pas. Il ne se gênera jamais de vous attaquer, quelles que soient les circonstances. Et on verra ça, Inch'Allah, dans ce qui va suivre, si tout va bien. Et je ne vais pas trop vite là, c'est bon? Les frères, je ne vais pas trop vite? Voilà, donc 25 juin 1421, donc il arrive au trône. Et lorsqu'il arrive au trône, il faut savoir qu'on l'a ramené de la ville de Amasya, là où il était gouverneur, on l'a ramené à Andrénople en cachette, en secret. Pourquoi? Parce que la simple annonce de la mort du sultan Mohammed Ier pouvait raviver les tensions au sein de l'Empire et faire profiter certains pour mettre le désordre, pour créer le désordre. Ah, le sultan est mort, ben on peut en profiter. Alors pour éviter ça, pour qu'il y ait une transition tout à fait stable et sans risque, on a caché la mort du sultan, le temps que le prince Mourad, qui va devenir sultan Mourad II, le prince Mourad arrive à Andrénople, donc Edirne aujourd'hui, qui était la capitale de l'Empire ottoman à cette époque-là, jusqu'à ce qu'il arrive et qu'il soit intronisé, qu'il soit déclaré sultan. Et lorsqu'il est déclaré sultan, à ce moment-là, on annonce, ben ouais, quand on annonce qu'il est sultan, c'est que le père est mort, c'est logique. Mais c'était une stratégie assez sage de la part des ministres donc, de son père pour éviter donc, les éventuelles tensions ou que certains profitent de la mort pour semer le désordre. D'accord? Quelles seront ses premières missions? Eh bien, ses premières missions se résument à deux choses. On vient de le voir maintenant. La première chose, c'est qu'il va parachever la pacification intérieure de l'Empire en récupérant toutes les provinces perdues à l'époque donc de la déroute d'Ankara et de l'éclatement de l'Empire. Ce que son père n'a pas pu récupérer, lui, il va le faire. Et deuxième chose, il va reconstruire plutôt une armée forte. Une armée forte, un jaysh qawi. Et qui dit armée forte, dit aussi
qu'il a besoin d'une économie forte. Parce que si l'économie n'est pas forte et qu'on a une armée forte, ça va créer des tensions à l'intérieur. Pourquoi? Parce que tout l'avoir public ira vers les dépenses militaires. Alors il va veiller à construire une économie assez solide pour que si demain il y a le moindre conflit qui éclate, non seulement il a une économie qui peut tenir, parce que la guerre demande beaucoup d'argent, et deuxièmement, il a une armée aussi qui puisse faire face au moindre danger. Donc c'est un homme, il s'inscrit dans la politique de son père. On verra que Mohamed Fatih, c'est différent. Mohamed Fatih, il vient, il récupère les fruits. Il recueille les fruits. Et lui, il va plus loin, il peut se le permettre. Mais pas sans résistance de la part de certains, vous verrez ça tout à l'heure, Inch'Allah. Ok? Je l'ai dit, il tend à pacifier, mais malheureusement, ses adversaires sont très nombreux. À commencer par les puissants, l'Empire byzantin déjà, qui ne ressemble pas à grand-chose, l'Empire byzantin qui compte ses jours et ses nuits. Il faut savoir ça. L'Empire byzantin compte ses jours et ses nuits. L'Empire byzantin sait qu'il est condamné. Il le sait. Il sait qu'il ne pourra pas tenir longtemps. Pourquoi? Parce que l'Empire ottoman l'a encerclé des deux côtés. On va voir une carte bientôt. Il l'a encerclé des deux côtés. Il le sait très bien. Mais les Byzantins veulent avoir les Ottomans à l'usure, premièrement, et deuxièmement, ils veulent gagner du temps. En espérant que les autres puissances chrétiennes européennes puissent trouver entre elles une entente pour les aider, ce qui ne sera pas le cas malheureusement. Enfin, heureusement pour nous, malheureusement donc pour eux. D'accord? Voilà ce qui va se passer. Rébellion de son oncle Mustapha et troubles internes. Voilà les premiers problèmes qui commencent. Ils n'ont pas laissé tranquille. Et ils ne laisseront pas tranquille. Parce qu'ils sont conscients, ces puissances-là sont conscientes que laisser Mourad II travailler à sa guise, reconstruire son empire, c'est donner une deuxième naissance à cette puissance. Une deuxième naissance à cette puissance, ce que eux ne peuvent pas permettre. Alors il faut essayer d'occuper Mourad II. On va l'occuper avec des problèmes. Comme ça, il n'aura jamais le temps de faire ce qu'il veut. Il n'aura jamais le temps d'exécuter ses projets, de parachever l'œuvre de son père, Mehmed Ier. On verra quelle sera ici, Inch'Allah, la réaction de Mohamed Ier. Il faut savoir que sous le règne de son père, comment s'appelle le père de Mourad II? Mehmed Ier. De temps en temps, je pose la question pour m'assurer que vous me suivez bien, parce qu'il y a beaucoup de noms, vous risquez de vous y perdre. Donc, à la fin du règne de son père, donc Mehmed Ier avait trouvé une entente avec l'empereur byzantin. L'entente, c'était quoi? On fait une trêve entre nous, mais à une condition. Je ne prendrai pas Constantinople, pour le moment. Pour le moment. Je ne la prendrai pas. Mais si tu veux qu'on soit en paix, toi et moi, vu que tu ne veux pas me remettre mon frère, Mustapha, qui est l'oncle du fils, c'est clair, mon frère Mustapha, tu ne veux pas me le remettre, eh bien au moins garde-le chez toi. Et qu'il ne bouge pas de là. Ne le laisse pas venir en Anatolie et soulever la division. Alors l'empereur byzantin dit, ok, il n'y a pas de problème. Mourad II arrive, bon, il a 17 ans. Et souvent, on prend ça à la légère. On dit 17 ans, c'est un gamin. Qu'est-ce qu'il va faire celui-là? Le père, lui, c'est un vétéran, c'est quelqu'un d'aguerri par l'expérience. Mais ici, de nouveau, les Byzantins vont se tromper de nouveau. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont rompre cet engagement. Et ils vont jeter Mustapha, donc l'oncle de Mourad II, ils vont de nouveau le jeter, le propulser vers l'Anatolie pour qu'il sème la division à nouveau. Le but, c'est quoi? C'est de ne pas permettre à Mourad II de terminer le travail de son père. C'est de ne pas permettre cette nouvelle naissance de cette puissance qui est donc l'Empire ottoman. Mais comment ça s'est passé en fait tout ça? Est-ce que l'empereur byzantin de l'époque, est-ce que lui, il était vraiment... C'était Manuel II. Moi, je pense qu'il y a une image après. Mais voilà, il est là. L'empereur Manuel II. Voilà à quoi il ressemble. Est-ce que Manuel II, lui, est-ce que c'était de son plein gré? En fait, dans la cour de Manuel II, il y avait un prince qui sera le successeur, c'est Jean VIII. Et Jean VIII, il a son clan à lui, son parti à lui. Et ce clan-là a mis la pression sur Manuel II pour rompre
ce pacte, cette entente qui avait eu lieu avec Mehmed Ier, et de la rompre maintenant que Mourad II est là, et de profiter de cette arrivée au pouvoir de ce jeune homme pour semer la division à nouveau. Malheureusement, il va céder à la tentation. Donc ça, c'est celui qui représente Jean VIII, qui sera le successeur d'ailleurs de Manuel II. Il va le laisser effectivement venir en Anatolie. Mais il vient pourquoi en Anatolie? En fait, il vient pour deux choses. Premièrement, il vient pour semer le désordre en Anatolie. Et deuxièmement, il vient pour soi-disant revendiquer le trône. Il dit, le trône c'est pour moi, c'est pas pour toi. C'est moi qui dois prendre le trône. Toi, tu n'es pas capable. Donc, quelque part, il joue un double jeu. Il déstabilise le territoire, donc l'empire territorial, et il déstabilise le pouvoir central aussi. C'est encore plus grave. Maintenant, on va voir ensemble maintenant, Inch'Allah, qu'est-ce qui va se passer après cela. Alors, Mustapha, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va se mettre au travail directement, il ne va pas perdre son temps. Il va se rendre en Roumélie. Vous avez la carte ici. La Roumélie, c'est la partie de la péninsule balkanique qui était sous autorité ottomane. On l'appelle la Roumélie. Roumélie vient du terme turc Roumelli, qui signifie donc le territoire des Turcs, ou le territoire des Romains. Pourquoi? Parce que c'était les vestiges de l'Empire romain, d'Orient, pas d'Occident. Donc il va se rendre là-bas, en passant, il va prendre la base navale de Gallipoli. La base navale, elle est importante pour les Ottomans. C'est un pied qu'ils ont sur l'Europe, et c'est aussi une protection pour eux, pour leurs arrières. Et donc, vous allez voir ça, Gallipoli. Vous voyez là-bas, Gallipoli? Voilà. Et ici, là, dans ce coin-là, ici, il y avait une base, c'est la base navale ottomane. Vous voyez, ils contrôlent. Là, ce que vous avez là, c'est ce qu'on appelle le détroit Dardanelles. Vous voyez? Eh bien, ils ont ici, non seulement les Ottomans couvrent leurs arrières, mais aussi, ici devant, ça eux aussi, tout ça, ce qui est devant. Ils couvrent leurs arrières, l'Anatolie est ici. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ben, il va s'emparer de Gallipoli. Il ne va pas s'arrêter là. Et c'est de là qu'il va mener ses expéditions pour déstabiliser l'Empire ottoman et pour mettre mal à l'aise le sultan, donc le sultan Mourad II. Mais pour ça, il a besoin d'alliés. Il a besoin d'alliés. Et son allié ici, c'est un gouverneur d'Izmir. Izmir, je vais vous montrer où il est. Où est Izmir? Izmir. Ah, pardon. Non, c'est pas ça ici. Izmir, il doit être ici quelque part. Là, elle est là, voilà. Izmir est ici, tiens. Vous voyez? Izmir est ici. Eh bien, qu'est-ce qu'il va faire? Gallipoli est là-bas. Il va faire une alliance avec le gouverneur d'Izmir qui est rebelle contre l'Empire ottoman parce que ça n'a pas encore été pacifié cette zone. Il va faire une alliance et ensemble, ils vont travailler à déstabiliser donc l'Empire. Qu'est-ce qui se passe ici? Ici, il y a deux éléments intéressants. Premièrement, il fait appel à un élément de l'intérieur et deuxièmement, il s'empare d'un point stratégique qui est la base navale de Gallipoli. Il prive quelque part le sultan de sa marine. Donc il ne sait même pas réagir sur le plan maritime. D'accord? Très bien. Donc il s'empare, comme on l'a dit, de Gallipoli. Et puis il marche en direction de la capitale. Non, moi je pense que j'ai une carte ici où on peut voir le... Ah non, tiens. Ben elle est là, voilà. Vous voyez, Edirne. Edirne, à l'époque, elle s'appelait Andrinople. C'était la capitale ottomane. Vous voyez? Constantinople était ici. Eh bien, de Gallipoli est là. Et il est soutenu par Izmir. Bon, Izmir donne sur la mer, donc il reçoit des renforts, et il va travailler pour s'emparer d'Edirne. Vous voyez? S'il prend la capitale, ben, c'est pratiquement terminé. Il va s'emparer de la capitale, il va peut-être capturer le sultan, et le reste, de nouveau, repartira en 1000 morceaux. Alors, lorsque Mourad II lorsqu'il apprend que
que notre personnage, que son oncle Mustapha marche sur la capitale, il va lui envoyer son premier ministre, le grand vizir. En arabe, on l'appelle As-Sadr al-A'zam, le grand vizir, qui s'appelle Bayazid Bacha. Bayazid Bacha, son grand vizir, il va là envoyer la tête d'une armée à la rencontre de Mustapha. Malheureusement, cette armée ottomane sera taillée en pièces. Et le grand vizir trouvera la mort. Donc c'est déjà une première défaite donc, pour les Ottomans. Et il va continuer sa marche. Et vous allez être surpris de ce que je vais vous dire. Il va même s'emparer de la ville, Edirne. Il va s'emparer de la ville. Mais, vous savez, il y a une expression arabe qui dit quelquefois, les vents soufflent dans une direction qui déplaise au bateau. Vous pensez que vous avez pris la bonne voie, mais en fait, vous vous trompez complètement. Ben, c'est ce qui arrive ici à l'oncle Mustapha. Il s'empare d'Andrinople. Il se dit, c'est bon, c'est terminé. En fait, non. Il s'empare d'Andrinople, mais en réalité, ce n'est que le début de la fin. La fin de qui? Sa fin à lui. Parce que Mourad II lui réserve de grandes surprises. Il ne sait pas à qui il a affaire. Vraiment pas. Alors, que va faire Mourad II? Mourad II, il va adopter une double stratégie. Maintenant qu'il a pris Andrinople, la première stratégie, c'est qu'il va passer des accords avec le roi de Hongrie, Sigismond, on va le voir maintenant, Sigismond. Il va passer une sorte de trêve ou de traité d'entente qui sera d'une durée de 5 ans. Il va aussi passer ça avec les Génois. Pourquoi il vise les deux? Parce que ce sont les deux sources probables auprès desquelles Mustapha peut tirer de l'aide. Alors il va les neutraliser. Donc il va jouer la carte diplomatique, les neutraliser. S'il les neutralise, après il peut s'occuper de son oncle. D'accord? Et les Génois aussi, les Génois qui n'ont jamais caché leur hostilité envers les Ottomans, mais les Génois c'est comme les Vénitiens. Ils suivent leurs intérêts. Si leurs intérêts sont avec les Ottomans, ils vont suivre leurs intérêts avec les Ottomans. Si leurs intérêts ne croisent pas avec ceux des Ottomans, ils vont se mettre contre eux. On verra ça, Inch'Allah, plus tard. Et la deuxième chose que va faire ce brillant sultan Mourad II, il va amadouer certains princes d'Anatolie qui ont été tentés de suivre l'oncle Mustapha. Il va leur promettre, je vous promets des postes, je vous promets des fonctions, mais abandonnez celui-là. Ils vont le faire, ils vont l'abandonner. Donc il a frappé sur deux tableaux. Il a isolé de grands alliés potentiels, que sont la Hongrie et Gênes, la République de Gênes, et en même temps il a isolé des gens de l'intérieur, des émirs, des princes qui gouvernent certaines régions. Il va les isoler en leur promettant, et on sait très bien ici que le sultan Mourad II, lorsqu'il promet une chose, il la donne. Il ne trahit jamais ses engagements. Il ne connaît pas la trahison. Lorsqu'il donne sa parole, il la tient jusqu'au bout. Alors je ne sais pas aujourd'hui si nous on a encore cette qualité-là de tenir notre parole jusqu'au bout, parce qu'aujourd'hui on parle de deux types d'engagement. Il y a l'engagement arabe et islamique. Donc le rendez-vous arabe ou l'engagement arabe, c'est de dire Inch'Allah et de ne jamais donner suite. Et l'engagement islamique, c'est d'aller jusqu'au bout. On a à nous de voir où nous en sommes exactement. Omar, comment vas-tu? Je te demande un petit service. Ça ne te dérange pas? Généralement, je le fais moi-même, mais là, je suis attaché à plein de micros. Il y a une petite bouteille d'eau là qui est juste là. Si tu sais me l'apporter, je te serai très reconnaissant. Pardon? Non, de l'eau, c'est bon. Faites des invocations pour Omar. Que Dieu le couvre de sa grâce. Et surtout qu'il puisse aller étudier à Médine ou à la Mecque, tu veux l'étudier? Les deux. Tu veux faire les deux à la fois? Pardon? Ok. En tout cas, ne l'oubliez pas dans vos invocations. Il tient absolument à aller étudier à Médine ou à la Mecque, ou dans les deux, pourquoi pas. Et Inch'Allah, nous invoquons Allah et Dieu qui puisse te l'accorder, Inch'Allah. Très bien. Que se passe-t-il maintenant? Cette stratégie a porté ses fruits. L'oncle Mustapha se retrouve isolé. Il se trouve isolé. Mais ceci n'empêche pas l'oncle Mustapha de continuer à avancer. Pourquoi il avance? Donc ça, c'est le Sigismond, le roi de Hongrie. La République de Gênes. Je vais d'ailleurs une petite indication très rapide ici. Gênes, elle est là-bas, elle est ici, Gênes.
La République de Gênes, c'était une puissance maritime, c'est un empire. Et c'est une république qui a bâti sa fortune et sa puissance sur la navigation marchande, sur les bateaux, le commerce maritime. Regardez, je vais même aller plus loin. Vous voyez ici les triangles, ben ce sont tous les comptoirs appartenant à Gênes. Ça lui appartient tout ça. Donc ils ont des comptoirs commerciaux et c'est comme ça qu'ils réussissent à attirer toutes les richesses de ces régions-là vers Gênes. Et c'est pour ça que Gênes et Venise est ici, on en parlera plus tard. Gênes était une puissance mondiale aussi à l'époque, maritime, qui a bâti, je rappelle, sa fortune et sa gloire sur le commerce maritime. Et bien sûr, les Ottomans sont conscients de ça. Donc, que se passe-t-il ici? Je le rappelle, l'oncle Mustapha est isolé et il avance. Malgré tout, il avance. Il avance, il va venir jusqu'ici. Vous voyez ça ici, c'est un lac. Ça s'appelle lac de Dulubat. Ok? Il va avancer jusqu'ici. Et lorsqu'il avance jusque-là, il apprend une mauvaise nouvelle. Le gouverneur d'Izmir, qui était son allié, le lâche aussi, l'abandonne. Il se retrouve tout seul. Comment il va faire? Parce que celui d'Izmir, il avait non seulement une flotte, il a ses soldats, etc. Maintenant, il se retrouve seul. Qu'est-ce qu'il fait? La lâcheté. Et il abandonne son armée. Ah, pardon. Il abandonne son armée près du lac et lui prend la fuite. Mais le problème, c'est que ces hommes-là ont été dressés pour se battre contre les Ottomans. Et ceux-là sont là, ils ne vont pas partir. Alors ici, le sultan, donc, que va faire? Il va traverser le lac de Loubat et il va combattre. Donc ces rebelles, parce que ce sont des rebelles, sachant que cette armée a été pas entraînée, mais équipée entre eux par les Byzantins, il va les combattre et puis il va poursuivre notre personnage. Ah, mais qu'est-ce qui se passe ici? Notre personnage, je ne sais pas s'il y a pris... Non, il n'y a pas de carte. Notre personnage va prendre la fuite, il va se rendre à Andrinople, et de là, il va se diriger vers ce qu'on appelle la Valachie. La Valachie, c'est quoi? C'est le sud de la Roumanie. C'est le sud de la Roumanie. Il va se rendre là-bas. Eh bien, dans sa fuite, donc son projet, c'est d'arriver là-bas, mais il ne va pas y arriver. Dans sa fuite, le sultan Mourad II réussit à le rattraper. Il le rattrape, il est capturé, et il sera condamné à mort pour haute trahison. Condamné à mort pour haute trahison. Et donc, il est exécuté en 1422. D'accord? Et suite à ça, que va faire le sultan Mourad II? Il va se tourner directement vers Izmir et les autres régions qui lui avaient prêté soutien afin de les intégrer et de les soumettre à l'ordre. Siège de Constantinople et sécession de son frère Mustapha. Qui a soutenu l'oncle Mustapha? Qui l'a poussé à se rebeller contre les Ottomans? Manuel, tout à fait, Manuel II. Et cet empereur byzantin se trouve où? Pardon? Dans quelle ville il est? Non, il est à Constantinople. Constantinie, il est à Constantinople. Que va-t-il se passer? Le sultan Mourad II, rahimahullah, que Dieu lui coule de sa clémence, il va marcher en direction de Constantinople pour punir les Byzantins de leur trahison. Il y a une entente entre nous. Il y a une entente à ce que vous gardiez mon oncle Mustapha, conformément aux volontés de mon père, vous le gardez chez vous. Vous l'avez lâché. Il va marcher et il va établir son siège contre la ville de Constantinople. Mais les Byzantins sentent que c'est la fin, ils sentent. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont provoquer une porte de sortie. C'est quoi cette porte de sortie? Ils vont pousser l'un des frères, c'est grave, hein, l'un des frères du sultan Mourad II à se rebeller à son tour. Ils vont l'acheter. Ils vont l'acheter et le pousser à se rebeller. Et lorsqu'ils l'ont poussé à se rebeller, ça signifie quoi? Ça signifie qu'il est obligé, le sultan Mourad II est obligé de lever le siège de la ville et de revenir en Anatolie et dans son territoire pour mater la rébellion. Donc vous voyez qu'on ne l'a pas laissé. Les Byzantins ne le laisseront jamais pacifier donc, son empire et sa région. Alors qu'est-ce qui se passe?
fameux Mustapha, d'abord je vais d'abord vous citer, vous voyez, en 1426, il y a eu la pacification des Balkans. Ici. Alors le fameux Mustapha, qui est le frère, bien faire la part des choses, hein. On a parlé de l'oncle, maintenant c'est le frère du sultan. On a l'oncle du sultan Mustapha, là maintenant le frère du sultan, son frère, son jeune frère. Il va se réfugier à Iznik, ici. C'est aussi en Anatolie. Ça se trouve ici en Turquie, là. Ça c'est la Turquie moderne d'aujourd'hui. C'est ici. Voyez-vous? Il va se rendre là-bas. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va monter à son tour une armée, parce qu'il y a toujours moyen de trouver des gens qui ne sont pas contents, qui ne sont pas d'accord. Il va les ramasser. Et puis ils vont marcher en direction de la ville de Bursa. La ville de Bursa, ici, je ne pense pas qu'elle est indiquée. Je vais voir s'il est ici. Non, ça c'est les Balkans, ça. Mais Bursa, on en a déjà parlé. Je ne sais pas si vous vous souvenez. On avait déjà parlé de la ville de Bursa. Il va marcher sur la ville de Bursa. Et c'est là que le sultan Mourad II va aussi à sa rencontre. Il va à sa rencontre. Et face à cette immense armée face à laquelle il a eu affaire, le frère n'a pas eu le courage d'affronter son frère. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il va perdre d'avance. Alors que va faire notre cher Mustapha? Eh bien tout simplement, il va fuir. Il va fuir, il va demander protection à l'empereur byzantin Manuel II. Protège-moi. Et l'empereur byzantin va le cacher dans une tour. Mets-toi dans cette tour, tu seras protégé. Mais pas de chance, vraiment pas de chance. Parce que lorsque le sultan Mourad II arrive jusqu'à Iznik, il s'empare d'Iznik, il va aussi prendre la tour, parce que la tour était ici. Et la tour, elle appartenait aux Ottomans, aux Byzantins, pardon. Il va prendre la tour et il va faire arrêter donc son frère. Et une fois de plus, et ça c'était l'une des qualités de Mourad II, c'est quelqu'un de très pardonneur, très clément. Mais il y a une chose qu'il ne peut pas accepter, c'est la trahison. La trahison, et surtout lorsqu'il s'agit de trahison d'État, tu trahis un État. Tu trahis ton État à toi. Tu travailles avec ton ennemi, contre les tiens. Ça, c'est un acte de trahison comme celui-ci. Pour Mourad II, c'est un acte impardonnable. Et il va aussi faire exécuter son frère en 1423. Donc il en a fait exécuter deux là maintenant, hein, son oncle et son frère. Mais ils l'ont cherché. Parce que le problème, s'ils les enferment, ils les emprisonnent. Demain, peut-être que des Byzantins ou des mercenaires viendront les sortir et on recommence. Mais eux, les sultans ottomans, veulent donner des leçons. Celui qui ose déstabiliser l'État, voilà ce qu'il attend. On verra que plus tard, avec l'évolution de l'Empire ottoman, les mentalités vont aussi évoluer. À l'époque du sultan Abdelhamid II, rahimahullah, il y avait des complotistes qui avaient participé à l'assassinat de son oncle, le sultan et calife Abdelaziz, rahimahullah, que Dieu le couvre de sa clémence. Ils ont déguisé ça en suicide. Ben, lorsqu'il les fera arrêter, parce qu'il va faire mener une enquête, il les fera arrêter et qu'ils seront jugés, la cour de justice, donc qui était une cour à l'européenne, on avait séparé le judiciaire du politique, la cour de justice a condamné à mort plusieurs personnes, parmi lesquelles un ancien premier ministre de Abdelhamid II, Medhat Bacha. Medhat Bacha, qui pourtant était un brillant homme politique, mais c'est un grand manigancier. C'était un grand comploteur. C'était un homme, d'ailleurs, le sultan Abdelhamid II, dans ses mémoires, si vous lisez ses mémoires, il parle de lui. Il dit c'est un homme de haute qualité, c'est un bon dirigeant, mais il n'a pas de principe. Il vend ses principes à un vil prix, très facilement. Et donc, ici, le sultan Abdelhamid II, lorsqu'on lui ramène l'arrêté de justice pour qu'il le signe, eh bien, il va demander à ce qu'on allège la punition, à ce qu'elle soit convertie non pas en peine de mort, mais en prison à perpétuité. Donc on voit que les mentalités vont aussi évoluer par après. On verra pourquoi et quelles ont été les raisons de cette évolution. D'accord? Donc ici, l'affaire est terminée par rapport à Mustapha. Les Balkans. Ben, les Balkans, c'est toute cette zone ici que vous avez ici, là. Tout ça, c'est les Balkans. Les Balkans, le problème des Balkans, c'est quoi? Je vais vous le résumer en un mot. Le problème des Balkans, c'est que les Balkans sont sous une double influence. Une partie
et sous influence ottomane. Les Ottomans, lorsqu'ils s'emparaient de certains territoires, ils laissaient des gouverneurs locaux qui n'étaient pas musulmans. Ils les laissaient eux diriger en leur nom. Et d'autres zones des Balkans étaient sous influence hongroise. Or, on sait que l'Empire hongrois et le roi d'Hongrie qu'on a vu là tout à l'heure, Sigismund, n'ont jamais manifesté de sympathie. Et ça, c'est de la géopolitique. C'est de la géopolitique. C'est pas seulement religieux, c'est de la géopolitique. Ce sont des empires qui se disputent, comme aujourd'hui. La Chine, les États-Unis, l'URSS, la Russie, pardon, ils se disputent. Vous voyez, donc l'hégémonie planétaire, ils se disputent des territoires, des contrées. On voit maintenant la Syrie, c'est un très bel exemple. La Syrie aujourd'hui est le théâtre d'affrontements internationaux entre des puissances qui règlent leurs comptes sur place même, par groupe interposé. Ça, c'est connu, ça. Malheureusement. Il y a beaucoup d'intérêt là-bas. Eh bien, le problème des Balkans, c'était ça. Mohamed Fatah va régler ça. Il dit, moi, j'accepte plus qu'il y ait des gouverneurs locaux appartenant aux peuples locaux. Non, non, on va annexer ces territoires. Maintenant, ces territoires seront sous notre autorité et il n'est plus possible d'accepter l'idée que ces territoires aient une certaine autonomie. Plus tard, j'avance toujours, j'anticipe un peu, parce qu'on verra ça par après, Inch'Allah Ta'ala. Le nationalisme à l'européenne va gagner les Balkans et va déstabiliser l'Empire ottoman. Et on verra que petit à petit, ils vont céder territoire par territoire jusqu'à perdre tous les territoires des Balkans, bien qu'aujourd'hui encore, il y a de grosses populations musulmanes dans les pays des Balkans. Si vous allez en Albanie, ou si vous allez par exemple au Kosovo, ou encore en Macédoine, et même en Bulgarie, etc., vous trouvez encore des mosquées construites selon le modèle architectural ottoman. Il y a encore des populations musulmanes là-bas qui datent de l'époque, ce sont les hasanat, les bonnes actions des Ottomans. Ce sont eux qui leur ont apporté l'islam là-bas. Nous verrons ça plus tard, Inch'Allah Ta'ala. Normalement, j'ai une carte ici. Ici, vous avez les différents pays qui composent donc les Balkans. Vous avez l'Albanie, vous avez la Bosnie, la Bulgarie, Kosovo, Macédoine, Monténégro, la Grèce aussi. Et d'une manière partielle, vous avez la Croatie, vous avez la Serbie, vous avez la Slovénie, la Roumanie et la Thrace turque également fait partie des Balkans. Donc il va essayer il va tenter de pacifier bon gré mal gré donc ce territoire, bien que ce ne soit pas facile donc de le faire. Mais l'ordre va comme rentrer. Oui, celui-là c'était le... Je devais vous en parler maintenant là. C'était Stéphane, donc vous l'avez ici, Stéphane Lazarevitch. C'est le despote. Bon, despote pas dans le sens de tyran. Hein. Le despote, c'est le nom donné à des gouverneurs ou des princes byzantins qui appartiennent à la famille royale impériale byzantine. À partir du moment où ils dirigent une région, on l'appelle despote. Le despotat de Morée, le despotat de tel endroit, etc. Donc c'est de là que ça vient. Mourad II va mater toutes les rébellions qu'il y a dans les Balkans. Il va faire soumettre la Roumanie à son autorité en leur imposant de payer le tribut annuel qu'ils avaient l'habitude de payer, tout comme il va obliger celui-ci à rentrer dans les rangs. C'est fini de tendre l'oreille aux puissances voisines qui essaient de l'influencer. Ou tu intègres les rangs, ou alors on te fait remplacer. C'est pas compliqué. Alors il va directement obéir parce qu'il a peur justement des Ottomans et il est conscient de leur puissance. Ok. Conquête de la Salonique et du sud de l'Albanie en 1431. On l'a dit là tout à l'heure, je ne sais pas si vous vous souvenez au début, j'avais dit qu'en 1431, Mourad II s'empare de la Salonique, et lorsqu'il s'empare de la Salonique, c'est là que s'est produit le fait anecdotique de la venue de la délégation de Ioannina, donc du nord-ouest donc de la Grèce, lui demandant de venir libérer leur ville. Donc en 1431, il va s'emparer de la Salonique. Pourquoi il s'empare de la Salonique? De nouveau, c'est pour punir les Byzantins. C'est pour les punir. Et en agissant ainsi, le sultan Mourad II coupe l'empire byzantin de ses arrières. Il le coupe. Et il émiette petit à petit, il décompose le territoire donc byzantin.
Quant à l'Albanie, Mourad II va se contenter du sud seulement. Pourquoi? Parce qu'au nord, son armée a essuyé beaucoup de défaites. Les Albanais étaient connus déjà à l'époque comme des guerriers farouches. Ils ne se laissent pas faire. Aujourd'hui encore, on voit les Albanais, c'est des gens très nationalistes. Il est prêt à mourir pour sa patrie. Eh bien, ça a toujours été l'une de leurs qualités jusqu'à aujourd'hui. Et donc, que va faire le sultan Mourad II? Il va se contenter du sud. Il va prendre le sud, qu'il pourra plus facilement contrôler, mais on verra que même le nord sera soumis à l'autorité ottomane à l'époque de Mohammed Fatih. On verra ça, Inch'Allah, tout à l'heure. Donc, si tout va bien. Ce qui est intéressant dans la prise de Salonique, très intéressant, c'est que la Salonique qu'on appelle aujourd'hui Thessalonique, aujourd'hui dans la Grèce, dans la Macédoine grecque, ce sera l'une des villes les plus importantes après Constantinople, l'une des villes les plus importantes de l'Empire ottoman. Pour plusieurs raisons. La première raison, cette ville connaît une diversité culturelle et religieuse. Il y a plusieurs communautés qui se côtoient. Il y a les orthodoxes, il y a les musulmans, des convertis, mais aussi des Turcs qui se sont installés là. Et troisièmement, il y a les Juifs qui ont fui l'Espagne, qui ont fui l'Inquisition espagnole après la chute de Grenade en 1492-92. Ces Juifs ont été accueillis par, on ne peut pas dire que les musulmans sont antisémites, ils ont été accueillis par les Ottomans, et les Ottomans les ont installés en Thessalonique. Installez-vous ici. On vous accorde l'asile, venez ici. D'accord? Ça, c'est l'une des premières particularités. La deuxième particularité, c'est que Thessalonique était une ville connue pour son très haut niveau intellectuel. Très très haut niveau intellectuel. Les habitants de cette ville ont produit de très grandes élites intellectuelles, scientifiques, politiques aussi. Et certains même deviendront des cadres de l'Empire ottoman, des cadres dans l'administration ottomane. Et c'est là même, lors de la période, ce qu'on appelle les Tanzimat, en français les Tanzimat, c'est la période des réformes à l'européenne, on verra ça plus tard, Inch'Allah, le laboratoire des essais des réformes ottomanes à l'européenne, le laboratoire sera Thessalonique. Pourquoi? Parce qu'il y a une élite toute préparée pour ça. Elle est prête à assimiler et à, si vous voulez, à ingurgiter ces réformes-là. Et c'est là que va naître aussi, à Thessalonique, que va naître Mustafa Kemal, qui est le fondateur de la Turquie moderne. Et c'est là même, en 1909, à Thessalonique, vous voyez, c'est une ville qui est quand même très importante, c'est à Thessalonique qu'en 1909, le sultan Abdulhamid II, rahimahullah, sera exilé de force, parce qu'il sera renversé, déposé son pouvoir, et on l'installera donc en Thessalonique, on l'éloignera d'Istanbul, donc de Constantinople. Comme ça, vous voyez un peu l'importance de cette ville et son point stratégique. D'accord? Quand les Ottomans ont commencé à s'emparer, à marcher sur l'Albanie, bien entendu, on a compris, les Albanais ne se sont pas laissés faire. Ce sont des combattants très téméraires, courageux. Mais en plus de ça, les nations chrétiennes se sont rangées du côté des Albanais. Parce que les Albanais à l'époque, ils étaient de quelle confession les Albanais? Avant qu'ils deviennent musulmans? Orthodoxes, bien sûr, orthodoxes. Ils étaient orthodoxes. Et vu qu'ils étaient orthodoxes, les nations chrétiennes ont vu dans l'arrivée des troupes ottomanes en Albanie un terrain préparé pour monter vers l'Europe. Et ça, c'est un danger. Alors ici, Venise sera la première à tendre la main. La toute première à tendre la main donc, aux Albanais pour les défendre face. Vous avez ici, par rapport à la Thessalonique, la Thessalonique, où est-elle encore, Thessalonique? Subhanallah, je la perds de vue. Elle est là, voilà, pardon, elle est là, voilà, Thessalonique. Et l'Albanie est là, hein. Thessalonique est là. D'accord? Ok. L'Albanie. Regardez à quoi ressemblait l'Albanie ottomane. Rien à voir avec celle d'aujourd'hui. Les Européens, lorsqu'ils se sont mis à démanteler l'Empire ottoman, ils l'ont découpé en morceaux, comme ils ont fait avec le Maghreb, avec l'Afrique, etc. Ils l'ont découpé en petits morceaux. Ils ont créé des frontières artificielles. C'est pour ça que le peuple albanophone se retrouve dans plusieurs territoires. On les retrouve au Kosovo, on les retrouve également en Macédoine, on les retrouve en Albanie. Et on peut comprendre aujourd'hui pourquoi certains Albanais rêvent de la grande Albanie,
La Grande Albanie qui, quelque part, est une reconstitution de ce qu'elle était à l'époque donc, des Ottomans. Donc, regardez. Donc, tout ce territoire-là, ici, ce que vous avez, ça, les lignes ici, c'est les frontières actuelles. Voilà. Ça, regardez, ça, c'est les frontières actuelles. Vous voyez. Sinon, l'Albanie, c'était tout ça. Voilà. L'Albanie, c'était tout ça. Tout ça, c'était l'Albanie. C'est immense comme territoire. Et là, vous avez les différentes couleurs. Ça, c'est Albanie ottomane, différentes couleurs, qui généralement indiquent donc l'agrandissement, si vous voulez, du territoire. Ok? Très bien. Nous en avons fini avec l'Albanie. Ça, c'est, voilà, ben, regardez à quoi ressemble maintenant l'Albanie contemporaine, qui a pour capitale Tirana. C'est pas grand-chose par rapport à ce qu'elle était avant. Et les colonisateurs ont toujours été des spécialistes là-dedans. D'ailleurs, même les Anglais, lorsqu'ils sont venus tracer les frontières des pays d'Orient, ils ont fait ça avec, à la main. Comme un enfant qui dessine à la main. Voilà, on fait comme ça et c'est bon. Ouais, hop. Ça, c'est pour la Palestine, ça c'est pour la Syrie, ça c'est pour l'Irak, ça c'est pour l'Égypte et c'est bon. Allez, on s'en va. Et on laisse les gens après se disputer entre eux, c'est pas grave. La France fera la même chose pour l'Afrique du Nord. Et même les pays d'Afrique noire aussi. La même politique. Constitution d'un large front chrétien. Ah, maintenant que les Ottomans sont en Albanie, maintenant qu'ils sont arrivés à Thessalonique, il y a un danger à ce que la gangrène ottomane gagne du terrain et qu'elle monte vers le nord de l'Europe, vers le cœur de l'Europe, et ça c'est un danger, il faut absolument y parer. Alors que vont-ils faire? Ils vont constituer un large front qui sera béni d'ailleurs par un pape. Normalement vous avez sa photo, le voici le pape, Eugène IV. Ce pape, c'est lui qui va encourager les nations chrétiennes à oublier leurs conflits, parce que les nations chrétiennes, déjà entre elles, elles ne s'entendent pas. Les nations européennes, entre elles, elles ne s'entendent pas. Alors il va les encourager, il va leur dire, écoutez, l'union fait la force. Vous avez des conflits entre eux, vous avez des histoires, vous avez un danger encore plus grand que vous, qui est l'Empire ottoman. S'il monte, celui-là, si cet empire-là grandit, il va vous dévorer les uns après les autres. Il faut vous unir. Et là, ils vont tendre la voie, ou tendre l'oreille, pardon, à la voie, entre guillemets, de la sagesse de ce pape. Je rappelle le pape Eugène. Et plusieurs nations vont se joindre. Mais ici, petite question que je voudrais vous poser. Ok, ils ont marché sur l'Albanie. Mais il y a un autre incident qui va pousser les nations européennes à tendre l'oreille à l'appel du pape Eugène IV. Il y a en fait deux choses qui vont se produire et qui vont les pousser à se mobiliser. Parce que là, ça devient très dangereux. Là, on n'est plus seulement dans les Balkans. Là, c'est encore beaucoup plus grave et beaucoup plus critique qu'auparavant. Qui sait me dire? Il y a deux faits. Allez, où sont les historiens? Où sont-ils? Qui fait des études d'histoire ici parmi vous? Lève la main. Ah, dommage. Ok, chère sœur. Tout à fait. Ils vont beaucoup plus loin. Le territoire est en train de s'agrandir, mais ils vont arriver quelque part. Et là, c'est la sonnette d'alarme. C'est la ligne rouge qu'il ne faut pas franchir. Qui sait où ils vont arriver? Non. Vienne, ce sera après. Ouais, bien après. Non, pas l'Espagne, non. L'Italie, non. L'Italie, c'est à l'époque de Mohamed Fatah. La Hongrie. Ils vont marcher sur la Hongrie, ils vont marcher sur la Serbie, ils vont aller jusqu'à Belgrade. Dans le but de s'emparer de Belgrade. Mais ils ne vont pas réussir. Et lorsqu'ils ont osé percer jusque-là, jusqu'au cœur de la Serbie, lorsqu'ils ont réussi à faire une incursion en territoire hongrois, là le pape dit stop, il faut s'arrêter ici. On ne peut plus rester désunis, il est regardé monter de cette manière. Là, il va arriver au cœur de l'Europe. Et on verra à l'époque de Suleiman le Magnifique, qui va assiéger la ville donc de Vienne. Tous les historiens, musulmans et non musulmans, orientaux et européens s'accordent que si Vienne était tombée, tout le reste de l'Europe aurait été ottomane.
C'est fini. S'il vient le temps, c'est terminé. Tout le reste part en mille morceaux. Le seul empire qui tenait encore debout, c'était l'empire austro-hongrois, dont la capitale était Vienne. C'était le seul. Mais la France, elle était divisée, les Allemands étaient divisés, les Anglais aussi. L'Espagne, elle avait ses problèmes en interne. Mais s'il vient de tomber, c'est terminé. Mais subhanallah, Dieu a voulu que ce siège de Suleiman le Magnifique ne réussisse pas. Il y a une sagesse derrière. Il y a certainement une sagesse. On verra ça, Inch'Allah. Je ne voudrais pas trop aller plus loin que ça. Je vous mets un peu l'eau à la bouche pour les prochains séminaires. Mais vous verrez que c'est impressionnant ce qui va se passer. Vraiment impressionnant. Donc le siège de Belgrade est un échec. Donc il n'arrive pas à la prendre. Et c'est là que le pape Eugène IV ordonne aux nations chrétiennes de réunir leurs forces. Et c'est ainsi qu'ils vont se mettre ensemble. L'Empire byzantin, la Pologne, la Serbie, la Hongrie bien sûr qui était visée, Venise, les Allemands également, et bien d'autres. Et ils vont donner le commandement à cet homme. Cet homme est d'origine roumaine, mais il a intégré la noblesse hongroise. Cet homme est un chef militaire exceptionnel. C'est un chrétien. Donc le commandant Jean Hunyadi. C'est un chef exceptionnel, intrépide. C'est un fin stratège. Et d'ailleurs, il va faire subir aux Ottomans une défaite cuisante. Mais Mourad II est très malin. Quand il perd, il sait que s'il perd, il risque de reculer en arrière. Et qui dit reculer en arrière dit que cette force-là risque d'aller plus loin. Alors il va tendre la main pour un traité d'entente, le temps de gagner du temps, de se réorganiser en intérieur. On va voir ça donc maintenant, Inch'Allah. Alors le pape confie le commandement à... Il le confie à cet homme-là. C'est lui qui dirige les troupes chrétiennes. Il va traverser le fleuve du Danube. Le fleuve du Danube, c'est un fleuve qui traverse tous les pays des Balkans et qui prend son cours de l'Allemagne même. D'accord ? Il va traverser, donc il est dans les Balkans, et il va faire subir aux Ottomans 2 défaites cuisantes dans les Balkans. 2 défaites. Suite à ça, le sultan Mourad II propose et demande même un traité de paix de 10 ans. Accordez-nous 10 ans. On fait la paix. Alors ici, une question qui peut vous interpeller. Pourquoi les nations chrétiennes ont accepté? Elles auraient pu continuer. Ils ont un chef, là, il est là. Ils ont un chef intrépide. Il aurait pu continuer et peut-être même démanteler tout l'Empire ottoman. Mais pourquoi les nations chrétiennes ont accepté, européennes, ont accepté ce traité de paix qu'on a dénommé le traité de paix d'Andrinople, parce qu'il était signé dans la capitale ottomane même. Pourquoi ils ont accepté? Alors qu'ils auraient pu continuer. Ils ont un chef, il passe de victoire en victoire. Pourquoi? Il peut être tué? Non, pas vraiment. Ils peuvent le remplacer s'ils le veulent. Mais vous avez dit un élément, divisé. Qu'est-ce que vous entendez par diviser, chère sœur? Dans les forces européennes. Il y a déjà ça, le fait que ces forces européennes réunies sont réunies et désunies à la fois, c'est vrai. Mais il y a une autre raison aussi. Qui sait me dire quelle est l'autre raison? Inch'Allah, hein. Vous ferez une bonne historienne, cher sœur. Rien à dire, hein. C'est très bien ça. Vous devrez faire des études soit d'histoire ou bien de droit international. Vous êtes en quelle année à l'école? 5e secondaire. Qu'est-ce que vous comptez faire après? Droit. C'est bien aussi. Faites droit international. Parce que ça entre un peu là-dedans. Tout ce qui est rapport de force entre puissances internationales, géopolitique, etc. Ben là, parce que vous êtes très fort dans la géopolitique là. Rien à dire. Dans le sens, ce que vient de nous dire notre sœur, c'est pas faux. Ces puissances européennes, il y a une deuxième raison que je vais vous rajouter. Ces puissances européennes, comme l'a dit notre sœur, sont divisées. Les Ottomans, ils ont une qualité, ils sont unis, derrière un seul chef.
même s'il y a quelques tensions en Anatolie, mais dans l'ensemble, ils sont unis. Mais les puissances européennes, elles n'ont pas toutes les mêmes intérêts. Alors s'ils arrivent à avancer de plus en plus et à s'emparer de plus en plus de territoires, ces puissances européennes, vu que leurs intérêts ne sont pas les mêmes, ils risquent de se battre entre eux. Ces puissances risquent de se battre entre elles. Chacun voudrait prendre une partie, ramasser une partie du gâteau. Il y a ça. Deuxièmement, la poursuite de l'effort de guerre coûte très cher. Ça coûte très cher et les puissances européennes ne sont pas prêtes à payer. Elles ne sont pas prêtes à payer. Voyez-vous? Ni Venise, qui est pourtant une puissance maritime. Oui. Ok, je te laisse. Vous voyez que l'histoire nous apprend beaucoup de choses. Dans l'histoire, on apprend la géographie, on apprend la géopolitique, on apprend le droit international. Inch'Allah, on va encourager notre sœur à faire des études de droit international, Inch'Allah. Je ferai des invocations pour elle pour ça, Inch'Allah, si tout va bien. Voilà, quand on repère une qualité chez quelqu'un, il faut pouvoir le mettre en avant et l'encourager, Inch'Allah. C'est très important. Moi, je l'encourage, vraiment. Et les frères, je ne les ai pas encore entendus. Je pense qu'il y a aussi parmi eux des fins stratèges, des analystes, des géopolitologues. Et ouais, les frères. Omar, non, toi, tu veux les études religieuses, toi. Toi, tout ce qui est stratégie, c'est après. D'accord. Tu peux aller? Ah, c'est pour la pause. Il reste 2 minutes. Ça va. Ben écoute, je vais terminer, Inch'Allah, sur ce point, Inch'Allah, puis on prendra la pause. Moi, j'aurais voulu terminer sur la biographie de Mourad II. Malheureusement, ce ne sera pas. Mais c'est pas grave. On ira un peu plus vite après. Ce pacte signé à Andrinople, un pacte dans lequel les Ottomans demandent une trêve de 10 ans. Comme vous savez, tout traité comporte des clauses. Tout traité. C'est la partie du droit international aussi. Tout traité comporte des clauses. Alors ici, vous allez voir, il y a les quelques clauses sur lesquelles ils se sont mis d'accord. Parmi ces clauses, c'est que la Serbie et la Bosnie retrouvent leur indépendance en continuant à payer un tribut annuel, donc une sorte d'impôt annuel, à l'Empire ottoman. Donc ils accepteront une sorte d'autorité générale des Ottomans, mais ils seraient indépendants. On demande aussi à Mourad II d'abandonner donc la Valachie qui est au sud de la Roumanie, de mettre fin aux expéditions militaires au-delà du fleuve du Danube et de libérer les prisonniers et que ce pacte dure 10 ans. Ici, Mourad II n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. Parce que Mourad II, c'est quelqu'un de stratège et de visionnaire. Il fait des concessions, mais il sait que tout ce qu'il a laissé maintenant, ce n'est pas lui qui va le récupérer, ce seront ses enfants et petits-enfants qui le récupéreront. Donc il n'est pas pressé, à notre aise. Ce qu'on perd aujourd'hui, on le gagnera demain. Ce n'est pas comme nous aujourd'hui. Nous, aujourd'hui, on veut tout maintenant, tout. On n'a pas de patience. On veut tout maintenant, tout rapidement. D'accord? Donc, j'avais mis une note ici qui disait que le fait que le sultan Mourad II ait accepté, ou plutôt se soit soumis à ce traité d'entente, était une attitude très sage. Parce que le but, c'était de ramener une certaine paix à l'intérieur de son territoire, de calmer ou d'étouffer les foyers de tension, parce que sinon il devra se battre sur 2 fronts. À l'intérieur, il y a encore des tensions, à l'extérieur, avec ces puissances européennes qui risquent de ne pas le lâcher. Nous allons voir après, Inch'Allah, un nouveau point dans la biographie de Mourad II. Ça c'est traité de Andrinople, signé en 1444, le décès de son fils Alauddin et abandon du pouvoir. Vous avez déjà entendu quelqu'un qui abandonne le pouvoir? Ils sont très rares. Soit il est gravement malade, il n'arrive plus à diriger, ou alors on l'a déboulonné. Comme disait, il y avait un imam une fois, je pense en Égypte, il disait certains dirigeants, ils n'entrent à la mosquée que 2 fois. Le jour où ils sont intronisés, ils deviennent chefs,
les jours où ils meurent. On vient prier sur eux dans la mosquée. Donc ce que je veux dire par là, c'est que le sultan Mourad II va abandonner le pouvoir suite à la mort de son fils Alauddin. Et son fils Alauddin était celui qui était censé devenir son successeur. Regardez, le destin est fait de choses incroyables. Son fils Alauddin était le prince héritier. Il est mort dans un accident. À qui revient la succession? À Mohammed Fatih. Celui qu'on appellera Mohammed Fatih. Et on verra que, subhanallah, le destin, mes chers frères et sœurs, le destin, il est bien tracé. On a beau manigancer, calculer comme on veut, il est bien tracé. Et quand on va découvrir tout à l'heure la biographie de Mohammed II, vous verrez que vraiment, que Dieu l'a choisi pour cette mission. On ne sait pas si Alauddin, rahimahullah, aurait été comme lui, mais en tout cas, les qualités exceptionnelles qu'avait Mohammed Fatih faisaient de lui l'homme choisi pour la situation. On verra ça, Inch'Allah, tout à l'heure. On verra après la pause quelles ont été les conséquences de la mort de son fils, l'abandon du pouvoir, qui prendra sa place. Tout ça, nous le verrons après la petite pause, si vous voulez bien. Barakallahu fikum.